Bonjour à tous, je suis particulièrement heureuse de recevoir aujourd'hui sur l'antenne de QG le média libre Gaël Giraud. Gaël Giraud est économiste en chef de l'Agence française de développement, une banque publique à but non lucratif. Il est également directeur de recherche au CNRS, responsable de la chaire Énergie et Prospérité qu'il a fondée, et père jésuite, une singularité sur laquelle nous reviendrons avec lui en cours d'émission. Bonjour Gaël. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Quelles seraient les mesures à prendre, par exemple, pour le gouvernement français face à ce risque systémique de crash financier? Alors, face au crack financier, en principe, nous sommes protégés par l'Union bancaire européenne. C'est-à-dire qu'après 2009, les autorités européennes se sont dit, comme vous vous en souvenez peut-être, le slogan à l'époque des politiques, c'était « Plus jamais le contribuable européen ne remboursera une banque en faillite ». Vous y croyez à ça? La preuve que non, je n'y crois pas, puisqu'en 2016, Monte dei Paschi di Siena, qui était la troisième banque d'Italie, a fait faillite, et c'est le contribuable italien qui paiera tout. Donc l'Union bancaire européenne n'a pas dépensé un centime d'euro pour sauver Monte dei Paschi. Donc en fait, on continue en fait à privatiser les profits et à socialiser les pertes. Donc c'est le contribuable européen qui paye tout. N'empêche que, je vous donne la réponse officielle. La réponse officielle, c'est l'Union bancaire européenne nous protège. Comment elle nous protège-t-elle? Elle nous protège grâce à un fonds de résolution européen. Donc un fonds en fait qui est alimenté par les banques, mais qui est alimenté avec des tout petits ruisseaux, parce que les banques ne sont pas très généreuses pour créer une assurance tout risque pour le contribuable européen. Et dans ce fonds, il va y avoir la somme héroïque de 55 milliards d'euros en 2023. Et le bilan de BNP Paribas, c'est un peu plus de 1800 milliards d'euros. Donc avec 55, vous avez un gobelet d'eau tiède pour éteindre les cendres après l'incendie, quoi. Donc qu'est-ce qu'on devrait faire? La première chose à faire, à mon avis, l'urgence des urgences, c'est de séparer les banques. Entre des banques mixtes, entre banques de dépôt et de crédit, qui est le métier traditionnel de la banque, celle que vous avez au coin de la rue, et banque de marché. Une des premières mesures qu'avait prise Roosevelt en 1933, quand il arrive au pouvoir, c'est de séparer les banques. C'est ce qu'on appelle le Glass-Steagall Act. Et cette séparation a prévalu pendant 60 ans. Et pendant 60 ans, il n'y a pas eu la moindre crise bancaire ni financière dans tout l'Occident. Puis, fin des années 80, on a fait la bêtise d'annuler le Glass-Steagall Act et d'autoriser de nouveau ces monstres hybrides que sont les banques mixtes qui cumulent ces deux types de métiers. Exemple, BNP Paribas, Société Générale, BPCE Natixis, Crédit Agricole, CACIB, qui sont la partie banque de dépôt et la partie banque d'investissement, banque de marché. Ces monstres-là font courir un risque colossal à l'économie française. Pourquoi? Parce que le jour où l'une de ces grandes banques est en faillite, l'État est obligé de venir la secourir pour secourir les comptes de dépôt de vous et moi, des citoyens français. Pourquoi? Parce qu'il y a une loi, heureusement d'ailleurs, qui oblige les États à garantir chaque compte jusqu'à 100 000 euros par personne. Si une grosse banque comme BNP faisait faillite, l'État français serait bien incapable de secourir les comptes de dépôt. Donc en fait, il est obligé ex ante de tout faire pour que jamais la faillite de BNP ne puisse avoir lieu. Et c'est comme ça que les banques tiennent en otage les pouvoirs publics. C'est-à-dire que, très concrètement, le PDG d'une grande banque peut aller voir le président de la République et lui dire, alors l'actuel connaît suffisamment bien le sujet pour qu'on n'ait pas besoin d'aller lui dire, mais un autre, admettons, pour aller lui dire, mon garçon, tu vas faire très exactement ce que nous voulons, parce que si nous courons le moindre risque de mourir, tu mourras avec nous. C'est le problème du noyé et du maître nageur qui se noie avec le noyé. Donc le maître nageur ne peut pas se permettre de laisser le noyé couler. Vous voyez? Donc première mesure, séparer les banques. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez laisser mourir la banque de marché, qui fait d'énormes bêtises, et vous sauvegardez la banque de dépôt et de crédit dont nous avons absolument besoin, d'abord pour recueillir les dépôts des déposants français, et ensuite pour accorder des crédits à l'économie réelle. Et ensuite, ces banques-là, vous leur donnez des incitations pour qu'elles financent la transition écologique, qui est à mon avis la vraie porte de sortie hors de la déflation aujourd'hui. Pourquoi la crise financière de 2008 n'a pas provoqué de prise de conscience dans des populations à qui on a pourtant fait régler entièrement la facture de la folie des marchés financiers? Est-ce que vous pensez que le lien a été fait dans la tête des Français justement entre coupe des services publics, hôpital, etc. Non, ça c'est vrai, vous avez raison, ça je comprends. Et ce qui s'est passé en 2008? Oui, c'est vrai, non, ce lien n'a pas été fait. Ce lien oui, tout à fait. Qui pourrait susciter un scandale, un sentiment de scandale et de révolte absolue. C'est vrai, ce lien n'a pas été fait parce qu'il n'est pas du tout expliqué par la plupart des médias. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une bonne partie des Français en province, je pense à la Creuse par exemple, voient les services publics disparaître.
les hôpitaux ferment, les écoles disparaissent, le train ne s'arrête plus, voilà. Et donc ils se mettent des gilets jaunes et ils vont sur les ronds-points. Et d'une certaine manière, ils ont raison, c'est tout ce qu'il leur reste pour protester. Ils ne font pas le lien entre ça et la crise financière. Or, le lien, il est assez simple, c'est que l'État ayant repris à sa charge la dette privée des banques, sa propre dette publique a explosé. Et aujourd'hui, il est pris dans les taux des traités européens et des contraintes, notamment du pacte de stabilité et de croissance, qui exigent que les États de la zone euro réduisent leur déficit public à 3% du PIB et leur dette à 60% du PIB. Donc, l'explosion de la dette publique, qui est juste la dette privée remaquillée en dette publique, empêche les États aujourd'hui de financer des services publics élémentaires, comme les écoles, les hôpitaux, la voirie municipale, les transports publics à Paris, etc. Alors, vous faisiez allusion à l'instant aux Gilets jaunes, en tant que réaction populaire à ces politiques publiques extrêmement défavorables qui leur sont imposées. Vous disiez récemment, enfin je crois que c'était plutôt vers le mois de mars, sur une chaîne amie, Thinkerview, vous disiez les Gilets jaunes ne sont que l'introduction du début de la préface d'une crise beaucoup plus grave. Qu'est-ce que vous vouliez dire exactement ce jour-là ? Ce que je voulais dire à ce moment-là, et ce que je veux toujours dire aujourd'hui, c'est d'une certaine manière l'imposition d'un programme qu'on pourrait dire néolibéral pour aller vite, de démantèlement de l'État, de privatisation de la société en faveur d'une toute petite minorité, ça détruit le lien social, ça détruit la société. Donc notre société, elle est en train en ce moment de faire l'expérience très douloureuse du fait que une société dont on détruit l'État et dont on privatise tout ce qui peut être privatisé se désintègre, donc les solidarités disparaissent, les moyens, les conditions de possibilité de vie décente des personnes, des gens disparaissent petit à petit. Et donc il n'y a pas 36 000 solutions, ou bien vous avez, parce que vous croyez dans l'action publique, vous allez protester par tous les moyens possibles et imaginables pour que les pouvoirs publics vous entendent, et ça c'est un peu les gilets jaunes. Et là vous avez l'énorme question du relais politique, c'est-à-dire comment est-ce qu'on trouve un relais politique à l'exaspération des gilets jaunes. Et puis l'autre moyen, c'est le repli tribal, ce que vous voyez dans un certain nombre de banlieues, ce que vous voyez dans un certain nombre de pays, au Moyen-Orient, en Inde. Ça c'est la grande thèse de Pankaj Mishra, qui est le repli tribal, c'est le seul moyen de recréer de la solidarité, qui est le seul moyen de vivre décemment, lorsqu'il n'y en a plus du tout dans les structures traditionnelles du pays où vous vivez. Nos sociétés occidentales sont construites sur des grands schèmes institutionnels, parmi lesquels il y a la propriété privée, le privé, la privatisation. Il y a le public, ça c'est l'État. Il y a le tribal, dont j'ai déjà parlé. Et puis il y a le commun. Alors on pourrait dire le programme néolibéral, c'est un programme de privatisation du monde. Les totalitarismes, aussi bien soviétiques que allemands, c'était une absorption de la sphère sociale dans la sphère publique, la sphère de l'État. Le tribal, c'est l'Europe avant la révolution grégorienne, l'Europe franque, l'Europe germanique, des tribus franques, entre eux, on pourrait dire, l'effondrement de l'Empire romain et le XIe siècle. Et les communs, c'est ce que l'humanité a toujours vécu. L'humanité a toujours eu un rapport au monde et aux autres comme commun, et c'est ce qu'on est en train de réinventer de manière magnifique sur Internet, et c'est ce que les tas d'initiatives sur le terrain aujourd'hui redécouvrent. C'est-à-dire des institutions qui permettent d'avoir des ressources partagées, dont les règles d'attribution, d'accès à la ressource, etc., sont discutées le plus démocratiquement possible, de manière que tout le monde ait accès à la ressource. Ça, c'est un commun. Alors, si vous me dites, est-ce qu'on peut faire la transition écologique et accessoirement sauver la planète et peut-être sauver l'Europe, etc., en restant dans un projet néolibéral de privatisation du monde, la réponse est non. Je n'y crois pas du tout. C'est même le contraire, puisqu'au fond, la privatisation du monde est l'origine du problème. C'est elle qui fait exploser les inégalités, et c'est elle qui crée le problème écologique. Parce que le problème écologique, fondamentalement, c'est aux États-Unis, pour prendre cet exemple-là, lorsque vous êtes propriétaire d'un terrain, vous êtes propriétaire du sous-sol. Si dans le sous-sol, il y a du pétrole, personne ne peut vous interdire d'extraire de ce pétrole et de bousiller le climat. Parce que la propriété privée, depuis notre propre déclaration universelle des droits de l'homme, est un droit sacré et inviolable. Grande erreur, à mon avis, de nos amis révolutionnaires. De la même manière, lorsque Bolsonaro, en Brésil, décide de continuer à déforester et à détruire l'Amazonie, il fait, je crois, on pourrait appeler ça à coup sûr un écocide et certainement aussi un crime contre l'humanité, vu qu'il est en train de détruire le grand poumon de la planète, et que d'une certaine manière, il met en péril la survie de l'humanité à la fin de ce siècle ou au siècle prochain. Mais l'État brésilien étant souverain,
qui peut aujourd'hui interdire à l'État brésilien de détruire l'Amazonie? Vous voyez? Donc c'est aussi la question de la souveraineté de l'État et donc du public qui est remise en cause par la tragédie ou disons l'énorme défi écologique qu'on a aujourd'hui. Alors est-ce qu'on peut relever ce défi en conservant le public souverain à la manière de Bolsonaro d'un côté, la privatisation du monde de l'autre? Ma réponse est clairement non. Est-ce qu'il faut développer les communs? Ma réponse est oui, j'en suis convaincu et on pourrait développer. Est-ce que ça suppose d'abolir le public? Je ne crois pas. Grand débat que j'ai avec Dardo Laval, par exemple, Christian Laval et Pierre Dardo. Parce qu'eux en profitent pour pouvoir se débarrasser de l'État. Ce qui est aussi, à mon avis, un fantasme et une illusion qui habite certains amis collapsologues. C'est-à-dire, ce que la politique n'a pas réussi à faire, la nature va le faire, on va réussir à se débarrasser de notre ennemi congénital qu'est l'État. Ça, je ne crois pas. Et donc, ça veut dire que probablement, il faut imaginer un type de société dans lequel on peut donner comme mission à l'État, donc au public, d'instaurer du droit qui assure les conditions de possibilité d'émergence de communs dans la société civile. Est-ce que c'est capitaliste? Probablement pas. Est-ce que ça suppose l'abolition de la propriété privée comme telle? Pas forcément. Il peut y avoir un petit secteur de biens qui continue d'être géré comme des biens privés. Ce n'est pas forcément catastrophique. Mais vous voyez, c'est un autre projet politique.